Une fillette de 6 ans pointa du doigt à travers le hall silencieux au sol de marbre du Waldorf Astoria, visant directement la PDG la plus impitoyable de la ville. « Papa, épouse-la », déclara-t-elle, sa voix aiguë brisant le silence. Liam se figea, le sang quittant son visage tandis qu'une douzaine de gardes de sécurité tournaient la tête. Victoire Kensington, une femme qui détruisait des empires avant le petit déjeuner, abaissa lentement son téléphone. Elle n'appela pas la sécurité. Au lieu de cela, elle regarda le père célibataire en difficulté et sourit. Le vent de novembre cinglant les rues de Paris était impitoyable, portant la promesse amère d'un hiver précoce. Liam Morrow remonta le col de sa veste usée en toile autour de son cou, utilisant ses larges épaules pour protéger sa fille de 6 ans, Lily, des rafales mordantes. Liam était un homme qui portait le poids du monde dans les cernes sombres sous ses yeux. Autrefois ingénieur en structure prometteur, sa vie avait déraillé violemment il y a 3 ans lorsque son ex-femme était partie, laissant derrière elle une montagne de dettes de jeux secrètes et une petite fille terrifiée. Depuis, Liam avait troqué les plans pour des doubles shifts dans une entreprise de construction haut de gamme, sacrifiant sa carrière pour que Lily ne ressente jamais le vide d'une mère absente. Aujourd'hui devait être une rare journée de congé, une simple sortie père-fille au Muséum d'histoire naturelle. Mais une averse torrentielle soudaine les avait forcés à chercher refuge dans le bâtiment le plus proche, le hall opulent et imposant de l'hôtel Plaza Kensington. Liam sentit le changement immédiat d'atmosphère lorsque les lourdes portes vitrées se refermèrent derrière eux. L'air sentait les lys blancs, le cèdre coûteux et la richesse. Il était douloureusement conscient de ses bottes de travail éraflées s'enfonçant dans les tapis pressentis ses mains et de l'ourlet humide de son jean. Lily, cependant, était inconsciente du gouffre socio-économique. Ses grands yeux noisettes absorbaient les lustres de cristal imposants et les dorures au plafond avec une pure émerveillement non filtré. « Reste près de moi, coccinelle », murmura doucement Liam, tirant sa petite main. « Nous allons juste attendre que la pluie se calme et puis courir jusqu'au métro. »« Ça ressemble à un château, papa », chuchota Lily, ses bottes roses de pluie couinant légèrement sur le marbre poli. De l'autre côté du vaste hall, une tempête d'un autre genre couvait. Victoire Kensington, la PDG milliardaire de 32 ans de Kensington Global, se tenait près des ascenseurs VIP entourés d'une phalange d'exécutifs nerveux et de personnel de sécurité stoïque. Victoire était une vision de perfection terrifiante. Vêtue d'un tailleur Alexander McQueen charbon sur mesure qui imposait l'autorité, ses cheveux sombres étaient tirés en un chignon élégant et sévère. Elle était au milieu d'un appel téléphonique, sa voix basse, mesurée et dégoulinante de glace absolue. « Je me fiche que la chaîne d'approvisionnement à Taipei soit perturbée. »« David, dit Victoire, son ton tranchant à travers le bourdonnement ambiant du hall. Tu as 24 heures pour sécuriser les microchips ou je trouverai quelqu'un qui peut. Et David, si tu échoues, ne prends pas la peine de revenir au bureau. » Elle termina l'appel, tendant le téléphone à son assistant exécutif essoufflé, Benjamin Duval, sans le regarder. Victoire pinça l'arête de son nez. Elle était épuisée. La presse économique l'appelait la reine des glaces de la finance, un surnom qu'elle assumait pour survivre dans les secteurs technologiques et immobiliers dominés par les hommes. Mais l'armure était lourde, et récemment le conseil d'administration respirait dans son cou, utilisant sa vie personnelle notoirement solitaire comme arme pour la peindre comme instable et déconnectée de la base de consommateur familial de l'entreprise. C'est dans ce moment précis et tendu que le manteau de pluie jaune vive de Lily attira l'œil de Victoire. La petite fille avait glissé sa main de celle de Liam pour s'approcher d'une immense fontaine intérieure. Avant que Liam ne puisse combler la distance, Lily tourna son regard, atterrissant carrément sur Victoire. Pour l'enfant, Victoire ne ressemblait pas à une raideur corporative impitoyable. Elle ressemblait aux reines élégantes de ses livres de contes, grande, belle et imposante. « Lily, viens ici », insista Liam, sa voix tendue par l'embarras, remarquant les regards hostiles du service de sécurité de Victoire. Mais Lily ne bougea pas. Elle leva son petit bras, son index pointant directement vers la milliardaire. « Papa !» La voix de Lily retentit claire comme une cloche, résonnant contre les murs de marbre. « Épouse-la !» Le hall s'arrêta net dans un silence agonisant. Benjamin laissa tomber un porte-document en cuir très coûteux. 2 gardes de sécurité déplacèrent instinctivement leurs mains vers leur radio. Les exécutifs environnants firent. Xer avec horreur muette l'homme de la classe ouvrière et l'enfant effronté qui venait d'oser s'adresser à Victoire Kensington. Liam se figea. Le temps sembla se dilater. Son cœur martelait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Il s'avança rapidement, soulevant Lily dans ses bras et pressant son visage contre son épaule. « Je suis vraiment désolé », balbutia Liam, le visage brûlant d'un mélange de honte et de panique protectrice. Il regarda directement Victoire, s'attendant à voir du dégoût. « Elle n'est qu'une enfant. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Nous partons tout de suite. »
Victoire ne dit pas un mot. Ses yeux bleus perçants se verrouillèrent sur ceux de Liam. Elle nota ses vêtements usés, les taches de peinture sur ses mains, et la façon féroce et désespérée dont il protégeait sa fille. Puis elle regarda la petite fille qui jetait un coup d'œil par-dessus l'épaule de Liam. Pour la première fois depuis peut-être 5 ans, Victoire Kensington sentit le coin de sa bouche tressaillir. Ce n'était pas un sourire complet, mais cela suffit à faire pâlir son assistant Benjamin de choc. « Attendez » commanda Victoire. Sa voix n'était plus la lame glacée qui venait de licencier un exécutif, mais un doux bourdonnement autoritaire. Liam s'arrêta, sa main reposant sur la lourde poignée en laiton de la porte de sortie. Il se retourna lentement, se préparant à une réprimande de l'élite. Victoire contourna son service de sécurité, le cliquetis de ses talons résonnant bruyamment tandis qu'elle comblait la distance entre eux. Elle s'arrêta à seulement 2 pieds de Liam. Le parfum subtil et coûteux de bergamote et de fumée l'enveloppa. De près, Liam remarqua qu'elle avait l'air fatiguée, un contraste frappant avec la façade impeccable qu'elle projetait de loin. « Quel est son nom » demanda Victoire, ses yeux s'adoucissant légèrement en regardant l'enfant. « Lily » répondit Liam, sa voix à peine un murmure. « Je m'appelle Liam, Liam Moreau. Encore une fois, madame, je m'excuse. Elle a cette obsession pour les contes de fées récemment, et vous, eh bien, vous ressemblez à une reine pour elle. » « Épouse-la, papa » marmonna obstinément Lily dans sa veste. « Elle est jolie. » Victoire laissa échapper un rire calme et sincère, un son qui fit échanger des regards perplexes à tout son entourage. Elle plongea la main dans la poche de son blazer, en sortit une carte de visite élégante et gaufrée, et la tendit à Liam. « Liam Moreau » répéta Victoire, testant les syllabes de son nom. Elle le regarda de haut en bas, une lumière calculatrice soudaine s'allumant dans ses yeux. « Prenez ceci. Ne la jetez pas. Vous entendrez parler de mon bureau demain après-midi. » Avant que Liam ne puisse assimiler ce qui se passait, ou demander pourquoi une PDG milliardaire voudrait ses coordonnées, Victoire tourna les talons. « Benjamin » claqua-t-elle, la glace revenant instantanément dans sa voix. « Libérez mon emploi du temps de l'après-midi. Nous avons un tout autre type d'acquisition à discuter. » De retour dans son appartement exigu de 2 chambres dans le sud de Paris, Liam était convaincu que la rencontre avait été un rêve fiévreux bizarre. Il jeta la carte de visite de Victoire Kensington sur le comptoir de cuisine en formica abîmé, baigna Lily, lui lut 3 histoires avant le coucher, et s'effondra sur son canapé usé. La pile de factures en retard sur la table basse se moquait de lui. Malgré des semaines de 60 heures, les intérêts des dettes de jeu de son ex-femme, qu'un avocat rusé avait réussi à lui imputer légalement, l'étouffaient. À des kilomètres de là, dans un penthouse surplombant la skyline de la ville, Victoire arpentait la pièce. « As-tu complètement perdu l'esprit, Victoire ?» Benjamin arpentait dans la direction opposée, tenant une tablette illuminée de données. « C'est un charpentier, un ouvrier manuel. Il a près de 70 000 € de dettes. Il vit dans un quartier où le revenu médian est une fraction de ce que vous dépensez en mise à jour saisonnière de garde-robe, ce qui le rend parfait. »« Ben » dit Victoire, se versant 2 doigts de scotch. Elle fixa les lumières scintillantes de la ville. « Lis le dernier briefing de l'équipe juridique de mon oncle. » Benjamin soupira lourdement, ouvrant le dossier. Richard Kensington a officiellement demandé une réunion d'urgence du conseil. Il cite la clause de moralité de la charte fondatrice de ton père. Il affirme que ton mode de vie instable, ton manque de valeur familiale et ton image solitaire nuisent activement à la nouvelle initiative de l'entreprise dans le logement suburbain et la tech familiale. Il a 3 membres du conseil de son côté. S'il en obtient 2 de plus, ils peuvent te voter hors du poste de PDG. Victoire serra son verre fermement. Son oncle Richard essayait de voler l'entreprise depuis la mort de son père. Richard avait passé les 6 derniers mois à planter de fausses histoires dans les tabloïds, la peignant comme une machine froide et sans cœur, incapable de connexion humaine, complètement déconnectée du consommateur américain moyen. « J'ai besoin d'un bouclier, Benjamin, » dit Victoire calmement. « Si j'embauche un acteur lisse de Harvard ou un autre milliardaire pour jouer mon fiancé, Richard le verra tout de suite. Le conseil le verra tout de suite. Mais Liam Moreau, un père célibataire travailleur et en difficulté, un homme complètement éloigné de notre monde avec une fille qui est pratiquement une mine d'or de relations publiques ambulantes. C'est un risque massif. C'est une stratégie calculée, corrigea Victoire. As-tu fait la vérification des antécédents? Oui. Casier vierge. Décharge honorable de la garde nationale. Diplôme en ingénierie des structures, mais sa carrière a stagné quand son ex-femme Sarah Martin l'a abandonné. Elle a accumulé des dettes en son nom. Il s'est tué au travail pour les rembourser et garder la garde de la petite. Benjamin marqua une pause, une pointe de sympathie dans la voix. C'est un homme bien, Victoire.
Il ne mérite pas d'être broyé par la guerre corporative. Je ne vais pas le broyer. Je vais le sauver. Déclara Victoire, ses yeux brillants de détermination. Organise une réunion. L'après-midi suivant, Liam était sur un chantier de construction couvert de sueur et de sueur lorsqu'une Maybach noire élégante s'arrêta au trottoir. Son contremaître s'approcha nerveusement, pointant le chauffeur en costume tenant un panneau avec le nom de Liam. 20 minutes plus tard, Liam se retrouva assis dans l'intérieur en cuir moelleux d'une suite exécutive privée à l'intérieur des tours Kensington. Il se sentait ridicule dans sa chemise en flanelle et ses bottes de travail, face à Victoire Kensington qui avait l'air impeccable dans un tailleur bleu marine de pouvoir. « Monsieur Moreau, merci d'être venu », dit Victoire, assise derrière un énorme bureau en chêne. Elle ne perdit pas de temps en bavardage. Elle poussa un épais dossier manille à travers le bureau vers lui. « Qu'est-ce que c'est » demanda Liam, sa garde immédiatement levée. « C'est un chèque de banque de 70 000 € libellé au centime près de la dette que votre ex-femme vous a laissée. À côté se trouve l'acte d'une maison de ville de 4 chambres dans le district scolaire le plus sûr et prestigieux de l'État, entièrement payé, à votre nom. » dit Victoire uniformément. Liam fixa les documents, le souffle coupé. Il regarda le chèque. Les chiffres dansaient devant ses yeux. C'était la liberté. C'était la sécurité pour Lily. Mais il n'était pas idiot. Quel est le piège? Les gens comme vous ne distribuent pas simplement des billets de loterie. J'ai besoin d'un mari, monsieur Moreau, dit Victoire, se penchant en avant, son regard inébranlable. Et plus spécifiquement, j'ai besoin d'une famille pour l'image. Liam laissa échapper un rire dur et incrédule. Vous voulez m'acheter? Je veux vous engager, corrigea-t-elle avec fluidité. Ma position dans cette entreprise est menacée par une faction qui pense que mon manque de famille me rend inapte à diriger une expansion centrée sur la famille. Si je présente un mariage stable et aimant, spécifiquement avec un homme travailleur et relatable comme vous, cela neutralise tout leur argument. Le récit s'écrit tout seul. La reine des glaces fondue par le père célibataire dévoué. C'est insensé. C'est un soap-opéra, dit Liam, secouant la tête et se levant. Je suis un père, mademoiselle Kensington. Je ne joue pas avec ma vie, et je ne traîne certainement pas ma fille dans des mariages faux pour des stunts de PR corporatifs. C'est un contrat de 3 ans, insista Victoire, se levant aussi. Sa voix perdant son détachement froid pour une fraction de seconde. 3 ans d'apparition à des galas publics, de sourire pour les caméras, et de vivre occasionnellement dans ma résidence quand la presse regarde. En échange, vos dettes sont effacées. Lily va dans les meilleures écoles. Vous récupérez votre vie. Vous pouvez relancer votre cabinet d'ingénierie. Liam s'arrêta à la porte. Il pensa aux avis d'expulsion cachés dans son tiroir à chaussettes. Il pensa aux chaussures de Lily qui devenaient trop petites, et comment il avait sauté le dîner 3 fois cette semaine pour qu'elle ait des fruits frais. Ma fille n'est pas un accessoire, dit Liam, sa voix dangereusement basse. Gardez votre argent. Il sortit, laissant Victoire seule dans son immense bureau. Benjamin entra un moment plus tard, regardant le chèque rejeté sur le bureau. Je vous l'avais dit Benjamin doucement. Il a de la fierté. La mâchoire de Victoire se serra. La fierté ne paie pas le loyer, Ben. Garde un œil sur lui. Tout le monde a un point de rupture. Nous n'avons qu'à attendre le sien. Victoire n'eut pas à attendre longtemps. 3 jours plus tard, le ciel au-dessus de Paris était de la couleur d'un fer meurtri. Liam récupérait Lily de son programme parascolaire sous-financé. Alors qu'ils montaient les marches de leur immeuble, Liam remarqua une Mercedes argentée élégante garée devant. Une voiture qui contrastait violemment avec les berlines rouillées de ses voisins. Debout près de la porte d'entrée du complexe, portant un trench coat de designer et une bague en diamant captant la lumière terne de l'après-midi, se tenait Sarah Martin. Liam se figea. Il serra la main de Lily si fort que la petite fille leva les yeux surprise. « Bonjour, Liam. » Sarah pinça les lèvres, peintes d'un rouge sévère et brillant. Elle regarda au-delà de lui vers l'enfant. « Ah mon Dieu, comme elle a grandi. »« Qu'est-ce que tu fais ici, Sarah ?» La voix de Liam était un grognement bas. Il se plaça devant Lily, la bloquant physiquement de la vue de sa mère. « Je me marie », annonça Sarah, levant sa main gauche pour montrer l'énorme pierre. « Avec Harrison Thorne. Tu sais, l'associé principal chez Thorne, Ellis et Associés. Il est très réussi, très riche. Félicitations. Va-t'en, a dit Liam, essayant de passer. Sarah se mit en travers de son chemin, son sourire devenant vicieux. Harrison et moi avons acheté une belle maison à Deauville. C'est un endroit merveilleux pour élever un enfant. En fait, Harrison pense que c'est terrible que ma fille biologique vive dans cette misère. Elle fit un geste moqueur vers la peinture écaillée de l'immeuble. La panique, froide et vive, transperça la poitrine de Liam.
Tu l'as abandonné. Tu ne l'as pas vu depuis 3 ans. J'avais besoin de temps pour me trouver, Liam, dit Sarah avec une innocence feinte. Mais je vais mieux maintenant. Et les avocats d'Harrison sont les meilleurs de l'État. Ils ont déjà déposé les papiers. Nous poursuivons pour la garde complète. Tu n'as aucun motif, cria Liam, perdant son sang-froid. Lily gémit derrière lui, cachant son visage contre sa jambe. J'ai un mari multimillionnaire, un domaine immense, et une nouvelle image impeccable, contra Sarah. Se rapprochant, sa voix tombant à un murmure venimeux. Toi, tu as 70 000 € de dette, tu fais du travail manuel, et tu vis dans un taudis. Qui penses-tu qu'un juge de famille va favoriser? Je vais t'enterrer sous les frais légaux, Liam. Tu seras sans abri avant même le début du procès, et je l'apprendrai. Sarah tourna les talons et retourna vers la Mercedes, laissant Liam debout sur les marches en béton, le monde tournant violemment autour de lui. Il se sentait comme si le trottoir s'était ouvert et l'avait englouti. Il baissa les yeux vers Lily, qui pleurait silencieusement, confuse et terrifiée par la tension. Il ne pouvait pas la perdre. Elle était toute son âme. Mais Sarah avait raison. Il n'avait pas d'argent pour un avocat. Un avocat puissant comme Harrison le démolirait au tribunal. Il était acculé. Cette nuit-là, après que Lily se soit enfin endormie en pleurant, Liam s'assit dans le salon sombre. Le silence de l'appartement était suffocant. Il fixa l'écran lumineux de son téléphone portable. Sur la table basse, exactement où il l'avait laissée, se trouvait la carte de Victoire Kensington. Sa fierté ne signifiait rien s'il perdait sa fille. Il prit le téléphone et composa le numéro. Il était 1 heure du matin, mais l'appel fut répondu à la 2e sonnerie. Monsieur Moreau. La voix de Victoire vint à travers le haut-parleur, claire et éveillée. Elle avait su qu'il appellerait. La garde, j'ai besoin d'un avocat, parvint à dire Liam, sa voix craquant sous le poids immense du désespoir. Mon ex-femme vient pour Lily. Elle épouse un avocat riche. Ils vont m'écraser. Il y eut une brève pause sur la ligne. Quand Victoire parla à nouveau, la persona de PDG glacé avait entièrement disparu, remplacée par une protectrice féroce et terrifiante. Sarah Martin ne touchera pas un seul cheveu sur la tête de votre fille, dit Victoire, sa voix une promesse. J'envoie une voiture pour vous et Lily tout de suite. Faites vos valises. Vous emménagez dans mon domaine ce soir. Victoire, hésita Liam, la réalité de ce qu'il était sur le point de faire s'abattant sur lui. Liam, écoute-moi, commanda-t-elle gentiment. Demain matin, tu auras le poids légal de Kensington Global derrière toi. J'ai 5 pitbulls corporatifs qui mangent des avocats comme Harrison au petit déjeuner. Tu seras mon fiancé. Tu seras intouchable. Avons-nous un accord? Liam ferma les yeux. Il imagina le visage de Lily. Oui, nous avons un accord. 48 heures plus tard, le monde se réveilla sous une onde de choc sismique dans les médias. La première page de chaque publication financière et de potin majeur présentait une photographie haute résolution prise devant un gala exclusif à Manhattan. Sur la photo, Victoire Kensington, l'intouchable reine des glaces, portait une robe de soie émeraude à couper le souffle, arborant un sourire sincère et radieux. À ses côtés, paraissant rudement beau dans un smoking Tom Ford sur mesure, se tenait Liam Moreau. Son bras enveloppait protectivement sa taille. Le titre clamait « La reine des glaces fond ». La milliardaire Victoire Kensington annonce ses fiançailles surprises avec un père célibataire. À l'intérieur des tours Kensington, l'oncle Richard jeta son iPad à travers la salle du conseil. Sarah Martin, assise dans le bureau d'avocat de son fiancé, s'étouffa avec son café du matin en fixant l'écran. Le jeu avait commencé. Mais alors que Liam se tenait dans le vaste couloir froid du manoir de Victoire, regardant sa fille rire en poursuivant le Golden Retriever de Victoire à travers la pelouse manucurée, il réalisa que la partie la plus difficile n'allait pas être de tromper le monde. La partie la plus difficile allait être de se rappeler que rien de tout cela n'était réel. Le matin au domaine Kensington ne s'annonçait pas par les chaudes teintes dorées auxquelles Liam était habitué dans son appartement du sud de Paris. Au lieu de cela, il arrivait avec le calme stérile et efficace de la richesse. Liam se réveilla au silence lourd des murs insonorisés et au parfum citronné subtil du détergent importé utilisé sur ses draps en coton égyptien. Il s'assit sur le matelas, à peine déformé sous son poids, et passa une main calleuse sur son visage. La réalité des 72 heures précédentes ressemblait à une bande serrée autour de sa poitrine. Il entra dans la salle de bain adjacente, s'aspergeant le visage d'eau froide. Le marbre sous ses pieds nus était chauffé, un luxe complètement alien. En descendant, naviguant dans les couloirs caverneux bordés d'art contemporain, il ne pouvait pas commencer à comprendre. Il trouva Lily déjà réveillée. Elle était assise à une immense table en acajou, ses petites jambes se balançant au bord de la chaise tapissée de velours.
Un chef privé en veste blanche immaculée plaçait une assiette de pancakes dorés parfaitement formés devant elle. À l'autre bout de la table était assise Victoire. Elle était déjà habillée pour la guerre dans un tailleur ivoire bien coupé, une tablette dans une main et une tasse de café noir dans l'autre. « Papa, regarde. » Lily pointa les pancakes, arrangés en forme d'ours. « Je vois, coccinelle. C'est très gentil de monsieur le chef. » A dit Liam, tirant une chaise à côté d'elle. Il ressentit une pointe vive d'inadéquation. Il lui faisait habituellement de l'avoine au micro-ondes. « Il s'appelle Claude, » dit Victoire, sans lever les yeux de sa tablette. « Et tu as une réunion dans exactement 45 minutes. Mange. » « Une réunion ?» demanda Liam, se versant une tasse de café d'une carafe en argent. Il avait un goût riche et corsé, complètement différent de la poudre instantanée à laquelle il était habitué. « Avec mon équipe juridique, » répondit Victoire, posant enfin la tablette. Ses yeux bleus se verrouillèrent sur lui, calculateur et aiguisé. Le cabinet d'Harrison a officiellement déposé les papiers de garde hier après-midi. Nous déposons une contre-poursuite pour la garde légale et physique complète, citant la négligence passée de Sarah, son instabilité financière avant ses nouvelles fiançailles, et la détresse émotionnelle causée à l'enfant. 45 minutes plus tard, Liam se retrouva dans une salle de conférence au mur de verre chez Kensington Global. De l'autre côté de la table en verre élégante étaient assis Sarah et Harrison. Harrison ressemblait exactement au genre d'homme qui volerait l'enfant d'un autre simplement parce qu'il pouvait se le permettre, cheveux gominés, montre coûteuse et sourire condescendant. Sarah portait une robe beige sur mesure, paraissant chaque centimètre la mondaine riche, bien que ses yeux s'agitaient nerveusement vers Victoire. Victoire était assise à côté de Liam, parfaitement immobile. Son avocat principal, un homme terrifiant de calme nommé Thomas, ouvrit un épais dossier. « Monsieur Moreau est un parent inapte », commença Harrison, sa voix dégoulinant de condescendance. « Il travaille dans des emplois manuels dangereux. Il a des dettes importantes. Il vit dans un quartier avec un taux de criminalité complètement inadapté pour une fillette de 6 ans. Ma cliente, en revanche, peut fournir un environnement stable et aimant dans un domaine sécurisé. » Thomas ne broncha pas. Il glissa simplement une seule feuille de papier sur la table. « Voici un relevé bancaire, » dit Thomas, sa voix un bourdonnement grave et rocailleux, en montrant la liquidation complète des dettes de M. Moreau. De plus, en tant que fiancé de Victoire Kensington, M. Moreau réside actuellement au domaine Kensington à Neuilly. Le service de sécurité là-bas consiste en d'anciens contractuels militaires privés. Je vous assure que l'enfant est parfaitement en sécurité. Harrison fronça les sourcils, se déplaçant dans son fauteuil en cuir. Ses fiançailles sont une mascarade, un stunt de PR. Tout le monde dans le quartier financier sait que Victoire Kensington est incapable de maintenir une relation personnelle. Victoire se pencha en avant. L'air dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. « Soyez très prudent, Harrison, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. Pourtant elle commandait un silence absolu. « Vous parlez de ma famille. »« Tu l'as acheté, » cracha Sarah, perdant son sang-froid. Elle fusilla Liam du regard. « Tu es un charpentier, Liam. Tu n'es rien. Tu penses que cette femme te veut vraiment. Elle t'utilise pour apaiser son ennui. » Liam sentit la chaleur familière de la colère monter dans sa gorge. Mais avant qu'il ne puisse parler, la main de Victoire se referma sur la sienne sur la table. Sa prise était étonnamment forte. « C'est un ingénieur en structure, Sarah, » corrigea froidement Victoire. « Et un brillant. En fait, Kensington Global examine actuellement son ancien portfolio pour un poste de consultant senior sur notre nouveau projet de développement urbain. Tu l'as laissé avec 70 000 € de dettes de jeu. Des dettes que tu as légalement manipulées à son nom. » Thomas glissa un autre dossier sur la table. « Nous avons les marqueurs originaux du casino, Madame Martin. Signés par vous. Nous avons aussi une piste papier montrant que vous dirigiez des fonds matrimoniaux vers des comptes offshore avant le divorce. Si vous poursuivez cette bataille pour la garde, nous déposerons des accusations de fraude. Vous ne perdrez pas seulement l'enfant, mais vous risquez probablement la prison. Je me demande comment le prestigieux cabinet d'avocats de votre nouveau fiancé gérera ce genre de presse. » Le visage d'Harrison perdit toute couleur. Il regarda Sarah, la panique vacillant dans ses yeux. Sarah se recroquevilla dans son fauteuil, sa façade confiante s'effritant en poussière. « Retirez la pétition de garde d'ici demain midi, » déclara Victoire, se levant et boutonnant sa veste de tailleur. « Ou je vous détruirai tous les deux. » Liam sortit de la salle de conférence se sentant comme s'il flottait. Le poids écrasant qui l'avait suffoqué pendant 3 ans avait disparu en moins de 20 minutes. Alors qu'ils entraient dans l'ascenseur privé, il regarda Victoire. Elle fixait droit devant, son expression indéchiffrable. « Merci, » dit Liam, les mots semblant inadéquats. Victoire ne le regarda pas. C'était nécessaire pour le récit.
Une bataille pour la garde en cours te ferait paraître instable aux yeux de la presse. Tu n'avais pas à me défendre, insista Liam. Tu n'avais pas à m'appeler un ingénieur brillant. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur son bureau pentouse. Victoire sortit enfin, regardant en arrière vers lui. Je ne dis pas des choses que je ne pense pas, Liam. J'ai lu tes relevés universitaires et tes premiers plans de projet. Tu as du talent. C'est dommage que tu aies laissé une femme comme ça dérailler ta vie. C'était une évaluation dure, dépourvue de pitié. Mais étrangement, Liam ne se sentit pas insulté. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un le regardait non comme une victime en difficulté mais comme un homme avec du potentiel. 2 semaines plus tard, la façade fut mise à son test ultime. Le gala annuel de charité de la Fondation Kensington était l'événement social de la saison, un champ de bataille scintillant où l'élite parisienne se rassemblait pour afficher sa richesse et murmurer ses poisons. Liam se tenait devant le miroir du sol au plafond dans sa suite d'invités assignés, ajustant les poignets de son smoking. Il semblait lourd et restrictif comparé à sa flanelle habituelle. Mais la coupe était impeccable, cachant les bords rugueux de ses épaules. Un coup d'eau à la porte brisa sa concentration. Victoire entra. Le souffle de Liam se coinça dans sa gorge. Elle portait une robe de velours bleu nuit qui épousait sa silhouette, la couleur profonde faisant paraître ses yeux comme des éclats de glace. Ses cheveux étaient balayés sur un côté, exposant la ligne élégante de son cou orné d'un simple mais indubitablement priceless collier de diamants. Elle semblait intouchable. « Tu as l'air » commença Liam, réalisant qu'il fixait. « Tu es magnifique. » Victoire s'arrêta, un regard fugace de surprise traversant ses traits avant qu'elle ne le masque de sa neutralité professionnelle habituelle. « Et tu as l'air présentable. Souviens-toi du briefing. Souris pour les caméras sur le tapis rouge. Garde ta main au creux de mon dos. Si mon oncle Richard s'approche, laisse-moi parler. » La salle de bal de l'Hôtel Plaza était une surcharge sensorielle de lumière clignotante, de l'odeur piquante de champagne coûteux et du bourdonnement fort de 1000 conversations privées. Au moment où Victoire et Liam posèrent le pied sur le grand escalier, un silence tomba sur la pièce, immédiatement remplacé par le cliquetis frénétique des obturateurs d'appareils photo. Liam fit exactement ce qui était demandé. Il plaça une main chaude et ferme au creux du dos de Victoire. Il sentit sa colonne se raidir une fraction de seconde avant qu'elle ne s'appuie contre son toucher, son sourire public fermement en place. Ils naviguèrent dans la foule comme une unité sans faille. Victoire le présenta à des sénateurs, des magnats de la tech et des ticons de l'immobilier. Liam garda ses réponses courtes et polies. Sa nature ancrée innée était un contraste rafraîchissant avec les flagorneurs qui entouraient habituellement Victoire. 1 heure dans l'événement, Victoire fut appelée par un membre prominent du conseil, laissant Liam près d'une pyramide de champagne imposante. Eh bien, si ce n'est pas Cendrillon. Liam se tourna. Sarah se tenait là, tenant une flûte de champagne, un rictus tordant ses traits. Harrison n'était nulle part en vue. « Sarah, » dit Liam, sa voix plate. « Je pensais que tu te cacherais sous un rocher maintenant. » « Ne sois pas arrogant, Liam. » Siffla-t-elle, faisant un pas plus près. L'odeur de son lourd parfum sucré le rendait nauséeux. « Tu es un accessoire loué. Au moment où elle sécurisera sa position, elle te jettera dans le caniveau où tu appartiens. »« Laisse-moi tranquille, Sarah. »« Je vois comment il te regarde, » continua Sarah, sa voix montant légèrement, attirant l'attention des invités proches. « Ils savent que tu n'appartiens pas ici. Regarde tes mains. » Elle pointa ses articulations, qui portaient encore de légères cicatrices et callosités d'années de charpente. « Tu peux mettre un cochon en smoking, mais c'est toujours un cochon. » Quelques patrons riches à proximité tournèrent la tête, leurs yeux parcourant Liam avec un dédain mal déguisé. Liam sentit une rougeur d'humiliation monter dans son cou. Il était hors de son élément ici, entouré de requins. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix coupa l'attention comme un fouet. « Y a-t-il un problème ici ?» Victoire se tenait à côté de Liam, ses yeux flamboyants d'une fureur froide qui fit physiquement reculer Sarah. « Juste en train de rattraper mon ex-mari, Victoire, » dit Sarah, tentant un bravado qu'elle ne ressentait clairement pas, lui rappelant d'où il vient. « Comme c'est généreux de ta part, » dit Victoire, son ton dégoulinant d'acide. « Bien que je trouve fascinant que tu choisisses de discuter des origines. Dis-moi, Sarah, comment se porte ce compte offshore? Celui que mes avocats ont décidé de ne pas geler, strictement par courtoisie envers mon fiancé. » Les invités proches, avides de scandale, se penchèrent plus près. Le visage de Sarah devint blanc comme du papier. « Tu ne le ferais pas, » chuchota Sarah. « J'ai déjà les papiers rédigés, » dit Victoire calmement, prenant le bras de Liam. « Si tu t'approches encore de lui en public, si tu prononces jamais son nom, j'appuierai sur envoyer. Maintenant, excuse-nous. Mon fiancé et moi avons une fondation à diriger. »
Alors qu'ils s'éloignaient, les murmures éclatèrent derrière eux. Liam regarda Victoire, son cœur battant un rythme étrange et chaotique contre ses côtes. « Tu n'avais pas à faire ça, murmura-t-il, sa voix tendue. Je peux la gérer. Tu es mon partenaire ce soir, répondit Victoire, sans rompre le pas. Personne ne manque de respect à ce qui est à moi. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds et ambigus. Ce qui est à moi? Plus tard dans la soirée, la tension sous-jacente du gala se brisa en une crise d'un autre genre. Une grande sculpture cinétique complexe suspendue au-dessus de la piste de danse principale commença à émettre un bruit de grincement aigu. Liam fronça les sourcils, son esprit d'ingénieur se mettant immédiatement en alerte. Il s'éloigna de Victoire, se plaçant directement sous l'immense structure de verre et d'acier. Il observa le balancement des câbles, la façon dont le métal gémissait sous la tension. L'oncle Richard, un homme corpulent au visage rougeau et à la moue permanente, marcha vers le coordinateur de l'événement. « Éteignez ce vacarme. Ça ruine l'ambiance. »« Nous ne pouvons pas, monsieur, » paniqua le coordinateur. « Le treuil motorisé est bloqué. »« N'éteignez pas l'alimentation, » dit Liam fort, sa voix tranchant à travers la panique. Il s'avança au centre de la piste, pointant vers le haut. « Si vous coupez le courant, le frein d'urgence sur ce treuil s'engagera. L'arrêt soudain cassera le câble tertiaire effiloché. Toute la structure s'effondrera. » La foule haleta, s'éparpillant loin de la piste de danse. Richard ricana bruyamment. « Qui pensez-vous être? Vous êtes un simple menuisier. Éteignez le courant. »« Faites-le, et vous aurez une douzaine de victimes sur les mains, » répliqua Liam, son autorité indéniable. Il ne ressemblait plus à un imposteur nerveux. Il ressemblait à un homme dans son élément. Il pointa un ouvrier de maintenance qui se précipitait. « Vous, allez à la boîte de dérogation manuelle sur le balcon du 2e étage. Vous devez purger lentement les lignes hydrauliques pour l'abaisser au sol. Ne touchez pas à l'interrupteur électrique. » L'ouvrier regarda Richard, puis Liam. « Faites exactement ce que dit Monsieur Moreau, » commanda Victoire, se plaçant aux côtés de Liam. La salle regarda dans un silence haletant tandis que l'ouvrier suivait les instructions criées de Liam. Pendant 10 minutes agonisantes, Liam guida l'homme en utilisant sa connaissance précise des charges de tension et de la distribution des poids structurels pour amener l'immense sculpture oscillante en toute sécurité au sol de marbre. Quand elle toucha enfin le sol avec un lourd bruit sourd, un soupir collectif de soulagement balaya la pièce, suivi immédiatement d'applaudissements tonitruants. Liam essuya une goutte de sueur de son front, réalisant soudain que tout le monde le fixait. Il regarda l'oncle Richard, dont le visage était violet de rage. Puis il regarda Victoire. Elle ne regardait pas la sculpture. Elle le regardait lui. Et pour la première fois, les yeux de la reine des glaces contenaient une admiration sincère et non filtrée. L'adrénaline du gala mit des heures à s'estomper. Quand la Maybach noire franchit enfin les grilles en fer du domaine Kensington, il était passé 2 heures du matin. La maison était entièrement silencieuse, le personnel s'étant retiré pour la nuit. Liam entra dans l'immense cuisine faiblement éclairée, desserrant son nœud papillon et défaisant les 3 premiers boutons de sa chemise. Il était épuisé, son corps douloureux de la tension sous-jacente de jouer un rôle toute la soirée. Il ouvrit le réfrigérateur, sortant une bouteille d'eau froide. « Peux-tu m'en verser un verre ?» Liam sursauta légèrement, se retournant. Victoire se tenait dans l'encadrement de la porte. Elle avait enlevé ses talons, et ses cheveux étaient partiellement sortis de son chignon élégant, cascadant en vagues sombres sur ses épaules. Sans le chignon sévère et l'armure de sa persona corporative, elle semblait plus jeune, vulnérable. Liam versa un verre d'eau et le lui tendit. Leurs doigts se frôlèrent brièvement. Sa peau était étonnamment chaude. « Tu as sauvé l'événement ce soir, » dit doucement Victoire, prenant une gorgée. « Mon oncle était furieux. Il voulait que tu échoues pour prouver que tu n'étais qu'un ouvrier sans cervelle. Tu l'as fait passer pour un idiot devant tout le conseil. Je sais juste comment les charges fonctionnent sous pression, » dit humblement Liam, s'appuyant contre l'îlot de marbre. « C'est ce que je faisais avant. »« Tu devrais encore le faire, » répondit-elle, posant le verre. Elle le regarda attentivement, son regard lourd et analysant. « Pourquoi n'es-tu pas retourné après le divorce, après que les dettes aient été réglées? Pourquoi es-tu resté à faire de la charpente ?» Liam détourna le regard, fixant la fenêtre sombre. La pluie avait recommencé, de grosses gouttes frappant la vitre en un rythme régulier. Parce que quand Sarah est partie, elle n'a pas seulement pris l'argent. Elle a pris la sécurité de Lily. A dit Liam, sa voix épaisse d'un chagrin brut et enfoui. Je ne pouvais pas risquer de lancer ma propre entreprise. Je ne pouvais pas risquer d'échouer. Une équipe de construction paie tous les vendredis. C'était garanti de la nourriture sur la table. Quand tu es parent célibataire, tu n'as pas le droit de jouer avec tes rêves. Tu fais juste ce qui garde les lumières allumées.
Le silence s'étira entre eux, confortable et profond. Victoire n'offrit pas de platitude vide. Elle écouta simplement. Je suis entré dans la salle du conseil de mon père quand j'avais 24 ans, le lendemain de sa mort, dit Victoire, sa voix tombant à un ton calme et réfléchi. J'étais entouré d'hommes qui me connaissaient depuis l'enfance. Ils me regardaient comme une brebis dans une tanière de loup. J'ai réalisé alors que si je montrais une once de faiblesse, une once d'émotion, ils déchireraient l'entreprise. Alors j'ai gelé. Je suis devenu exactement ce qu'ils craignaient. J'ai arrêté de sortir. J'ai arrêté de fréquenter. J'ai construit une forteresse. Elle baissa les yeux sur ses mains. Ça m'a gardé en sécurité, mais c'est très, très solitaire. Liam sentit un changement dans l'air entre eux, une dangereuse attraction magnétique. Il s'éloigna du comptoir, faisant un pas vers elle. La ligne entre employé et employeur, entre faux fiancé et vrai homme, s'estompait rapidement. J'ai apporté quelque chose en bas avec moi, dit Liam, changeant légèrement de sujet pour briser la tension. Il plongea la main dans la poche profonde de sa veste et sortit un petit appareil photo Sony à 5100 noirs. Victoire fronça les sourcils, intriguée. Un appareil photo. C'est un hobby, dit Liam, un petit sourire sincère touchant ses lèvres. Je n'ai pas beaucoup de temps pour ça, mais j'aime capturer les moments. Je testais le mode de prise continue plus tôt aujourd'hui. Il alluma l'appareil, l'écran petit illuminant la cuisine sombre. Il se rapprocha de Victoire, assez près pour sentir le parfum subtil de bergamote et du champagne qu'elle avait bu plus tôt. Il tint l'écran. « Regarde !» Victoire se pencha. Sur l'écran se trouvait une série de photos en rafale de Lily. Elle courait à travers la vaste pelouse du domaine, poursuivant un papillon. Le mode de prise continue avait capturé l'exacte progression de sa joie, les yeux écarquillés, l'éclat de rire, la façon dont ses cheveux volaient derrière elle. Elle a l'air si heureuse, chuchota Victoire, une étrange tension dans la gorge. Elle l'est, dit Liam. Elle se sent en sécurité ici. Tu as fait ça. Victoire leva les yeux de l'écran, son visage à quelques centimètres de celui de Liam. L'air devint lourd, épais de monondie. Pendant une seconde terrifiante et exaltante, Liam pensa qu'elle allait l'embrasser. Il vit ses yeux descendre sur ses lèvres, vit le léger écartement de sa bouche. Ring, ring. La sonnerie stridente du téléphone mural de la cuisine brisa le moment, comme un marteau sur du verre. Victoire recula instantanément, reconstruisant ses murs. La reine des glaces revint en une fraction de seconde. Elle s'éclaircit la gorge, lissa sa robe et marcha vers le téléphone. Kensington, répondit-elle sèchement. Liam regarda son visage s'affaisser. La couleur quitta ses joues, et ses articulations blanchirent alors qu'elle agrippait le combiné. Je comprends. Ne laissez personne entrer dans le bâtiment. J'arrive. Elle raccrocha et se tourna vers Liam. La vulnérabilité complètement disparue, remplacée par une terreur froide et calculatrice. Qu'est-ce que c'est? Demanda Liam, ses instincts en alerte. C'était Benjamin. Il est au bureau principal. A dit Victoire, sa voix tremblant légèrement. Mon oncle Richard n'est pas rentré après le gala. Il est allé aux archives corporatives. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé l'accord de confidentialité. A dit Victoire, les yeux écarquillés. Il a trouvé le contrat que nous avons signé. Il sait que le mariage est faux, Liam. Et il a convoqué une conférence de presse d'urgence pour demain matin. Les pneus de la Maybach déchirèrent les rues inondées du centre de Paris. Le sifflement dur de l'eau déplacée, le seul son à l'intérieur de la cabine caverneuse. Liam était assis à côté de Victoire, regardant la lueur ambrée des réverbères balayer son visage pâle. Le parfum de bergamote était maintenant entièrement éclipsé par l'odeur métallique acérée de la sueur féroce. Elle agrippait son téléphone si fort que ses articulations étaient blanches comme l'os. Comment a-t-il contourné les verrous biométriques? Exigea Victoire, sa voix un fil fragile tendu trop serré. Elle avait Benjamin en haut-parleur. Il n'a pas utilisé le système numérique du tout, Victoire. La voix de Benjamin craqua à travers le système audio de la voiture. Il semblait complètement défait. Il a fait venir une équipe d'extraction privée. Ils ont physiquement coupé à travers le mur sec renforcé du puits de maintenance adjacent et fait sauter les charnières de la boîte forte analogique où sont gardées les copies papier. C'était un smash and grab. Le temps que la sécurité du bâtiment arrive, ils étaient partis. Et la conférence de presse? 8 heures du matin à l'hôtel Waldorf Astoria, répondit Benjamin, sa respiration lourde. Il a envoyé un email massif au Conseil, Bloomberg, Reuters et au Wall Street Journal. Il leur a promis une exposition de fraude qui déclencherait un vote de défiance immédiat. S'il agite cet accord de non-divulgation devant les caméras montrant que tu as payé un charpentier pour poser comme ton fiancé, l'action va chuter. Le Conseil va te voter dehors d'ici midi. Victoire termina l'appel.
Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle appuya sa tête contre la vitre froide de la fenêtre, le combat s'écoulant enfin d'elle. La reine des glaces se brisait, fracturant sous le poids implacable de la trahison corporative. J'ai perdu, chuchota-t-elle, les mots à peine audibles par-dessus la pluie. 3 générations de ma famille ont construit cette entreprise, et Richard va la déchirer parce que je n'ai pas pu me conformer à un standard fabriqué de domesticité. Liam la regarda. Il vit l'affaissement épuisé de ses épaules, la façon dont la robe de velours semblait maintenant moins une armure et plus un lourd linceul. Il pensa à son appartement exigu dans le sud de Paris. Il pensa aux 70 000 € de dettes qu'il avait étouffées pendant des années, effacées d'un seul trait de plume de cette femme. Il pensa à Lily, dormant actuellement paisiblement dans un lit chaud et sécurisé, gardée par des hommes qui ne laisseraient pas le monde la toucher. Victoire était entrée dans sa vie et avait construit une forteresse autour de sa fille. Maintenant sa forteresse s'effondrait. Liam déplaça son poids, sa main lourde et calleuse tendant la main pour saisir la sienne. Il ne gagne que si le document est exact. Victoire tourna lentement la tête, ses yeux bleus ternes de défaite. Il l'est, Liam. C'est un contrat détaillant une transaction financière en échange d'un partenariat domestique frauduleux. C'est une arme fumante. Ce n'est frauduleux que si nous le simulons, dit Liam, sa voix tombant dans le registre grave et rocailleux qu'il utilisait sur les chantiers, quand un mur porteur était compromis et que la panique n'était pas une option. Si nous entrons dans cette conférence de presse en tant que mari et femme légalement mariés, un contrat décrivant une stratégie de PR ne veut rien dire. Ça ressemble juste à un accord prénuptial agressif rédigé par une PDG trop zélée. Victoire le fixa, sa poitrine se levant et tombant rapidement. Tu ne peux pas être sérieux. Un mariage légal, Liam, qui te lie à moi. Légalement. Financièrement. Ça t'attache à ce chaos. Tu t'es attaché à mon chaos la nuit où tu as menacé Sarah et Harrison avec des accusations de fraude fédérale, répliqua Liam, sa prise sur sa main se resserrant. Il n'offrit pas de réconfort vide. Il traitait dans la réalité granuleuse du moment. Nous avons 6 heures avant que Richard prenne le podium. Nous avons besoin d'un juge. Nous avons besoin d'un papier qui surclasse le sien. Il y a une période d'attente obligatoire pour les licences de mariage en France, dit Victoire, son esprit redémarrant enfin, analysant la logistique. Alors nous quittons la France, dit Liam. Il se pencha en avant, tapant la vitre de partition pour attirer l'attention du chauffeur. Emmenez-nous à l'aérodrome privé maintenant. Il se réinstalla contre le siège en cuir, ses yeux se verrouillant avec ceux de Victoire. L'air entre eux était lourd, dépouillé de toute prétention. Les caméras ne flashaient pas. Le conseil ne regardait pas. Il n'y avait que 2 dans l'obscurité. « Es-tu sûr de ça ?» demanda Victoire, sa voix tremblant juste un peu. Liam pensa aux photos sur son appareil Sony. La joie sans entrave sur le visage de Lily. La façon dont Victoire l'avait regardé après qu'il ait empêché la sculpture de tomber, non comme un cas de charité, mais comme un homme. « Je n'ai jamais été plus sûr de rien, » répondit Liam. Le Gulfstream G65 traversa le ciel nocturne turbulent, atterrissant sur une piste mouillée par la pluie à Las Vegas juste après 4 heures du matin, heure du Pacifique. Il n'y avait pas de temps pour le glamour, pas de temps pour l'excès imprégné de néon dont la ville était célèbre. Un SUV noir loué attendait sur le tarmac. Liam et Victoire y montèrent, la boue de la pluie de Paris s'accrochant encore à l'ourlet de la coûteuse robe de velours de Victoire. Liam avait abandonné son nœud papillon et sa veste des heures plus tôt. Sa chemise blanche était déboutonnée au col. Ses manches retroussées révélaient les muscles cordés et les légères cicatrices de ses avant-bras. Ils ne allèrent pas à une chapelle drive-thru avec un Elvis en plastique. Victoire avait passé le vol à passer des appels, utilisant sa richesse massive pour réveiller un juge prominent du comté de Clark qui devait une faveur politique significative à Kensington Global. Le SUV s'arrêta devant un vaste domaine de style espagnol dans la banlieue aisée de Summerlin. L'air était sec et froid, sentant la sauge et l'ozone. Le juge Robert Duval, un homme aux cheveux gris dans un costume froissé, attendait dans son grand foyer, l'air épuisé mais entièrement compliant. Sa greffière, une femme en pantalon de survêtement et pull épais, tamponnait frénétiquement les papiers sur une table latérale. « Victoire, » a dit le juge en se frottant les yeux. « Je n'ai pas célébré de cérémonie à cette heure depuis mes jours aux tribunaux de district. J'ai contourné la période d'attente et poussé les papiers dans le système du comté. Ils seront numériquement déposés et légalement contraignants au moment où je signerai. L'heure du mariage sera estampillée à 4h30. Merci, Robert, dit Victoire. Sa voix était stable, mais Liam pouvait voir le léger tremblement dans ses mains. Ils se tinrent au centre du foyer sous un immense chandelier en fer. La greffière leur tendit les documents. Liam signa son nom, l'encre grattant bruyamment contre le papier lourd. Victoire suivit,
sa signature tranchante et agressive. « Avez-vous des alliances » demanda le juge. Il n'en avait pas. Dans la panique aveugle du vol de minuit, les alliances étaient un détail négligé. Liam plongea la main dans sa poche. Il sortit un écrou hexagonal en laiton lourd qu'il portait toujours, une habitude de ses jours sur les échafaudages. Quelque chose a tourné dans ses doigts quand il réfléchissait à un problème structurel. Il le regarda, puis regarda Victoire. « Ce n'est pas un diamant », dit calmement Liam. L'honnêteté brute du moment s'installant lourdement dans sa poitrine. « Mais c'est solide. Ça ne cassera pas sous pression. » Victoire baissa les yeux sur la pièce utilitaire rayée en laiton. Pour une milliardaire, cela aurait dû être une insulte. Mais en levant les yeux dans les yeux sombres et stables de Liam, elle vit le poids indéniable de sa promesse. Elle tendit sa main gauche. Liam glissa l'écrou en laiton sur son annulaire. Il était froid et lourd. « Moi, Liam, je te prends, Victoire, » dit Liam, sans attendre l'invite du juge. Sa voix était épaisse, vibrant dans la pièce calme. « Je te prends, toi, l'entreprise, le chaos et la cible sur ton dos. Je promets de me tenir entre toi et quiconque essaiera de te détruire. Pour de vrai. » Le souffle de Victoire se coinça. La PDG sévère et intouchable craqua enfin. Une seule larme s'échappa de son œil gauche, traçant un chemin chaud sur sa joue. Elle tendit les doigts, enveloppant sa main rugueuse et calleuse. « Moi, Victoire, je te prends, Liam, » chuchota-t-elle, sa voix dépouillée de tout son commandement glacial, ne laissant qu'une sincérité brute et désespérée. « Je te prends, toi et Lily. Je promets de vous protéger tous les deux. Je promets de construire une vie où tu n'auras jamais à t'inquiéter que le sol s'effondre sous tes pieds. » Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État du Nevada, dit doucement le juge Davis, sentant la gravité profonde changeant dans la pièce, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Liam n'hésita pas. Il tira Victoire contre sa poitrine, sa main s'emmêlant dans ses cheveux sombres. Il abaissa sa bouche sur la sienne, féroce et affamé. Ce n'était pas un baiser mis en scène pour les paparazzi. C'était une collision de deux survivants désespérés trouvant un sol solide l'un en l'autre. Victoire lui rendit le baiser avec une férocité égale, ses mains agrippant le devant de sa chemise comme s'il était la seule chose la gardant attachée à la terre. Quand ils se séparèrent enfin, la greffière leur tendit le certificat de mariage scellé et tamponné. « Félicitations », marmonna le juge, retournant vers sa chambre. Victoire regarda le papier, puis Liam. La peur avait disparu de ses yeux, remplacée par un feu froid et calculateur. « Retournons à Paris, » dit Victoire, touchant l'anneau de laiton à son doigt. « Nous avons une conférence de presse à saboter. » La grande salle de bal du Waldorf Astoria était pleine à craquer. L'air était épais de l'odeur de café bon marché, de colonnes coûteuses et de l'électricité palpable d'un bain de sang corporatif. Plus de 80 journalistes de grands réseaux financiers, ainsi que tout le conseil d'administration de Kensington Global, étaient assis en rang de chaises en velours, murmurant anxieusement. À 8h05, l'oncle Richard marcha vers le pupitre. Il avait l'air rougeaud, victorieux et complètement arrogant. Il ajusta son micro, le feedback sifflant vivement à travers les haut-parleurs. « À mesdames et messieurs de la presse, estimés membres du conseil, » commença Richard, sa voix tonnant à travers la pièce. « Pendant des mois, nous avons regardé Victoire Kensington tenter de manipuler le public et le marché boursier avec un récit fabriqué. Elle a paradé un homme, un ouvrier commun, avec une montagne de dettes devant les caméras, prétendant avoir trouvé des valeurs familiales. Il tira dramatiquement un épais dossier blanc de sa mallette. « Je tiens dans mes mains un accord de non-divulgation et un contrat financier, » annonça Richard, tenant les documents hauts. Des flashs éclatèrent comme un orage. Signé par Victoire Kensington et Liam Moreau, il détaille un paiement de 70 000 € en échange de fiançailles frauduleuses. C'est de la fraude. C'est une violation de la clause de moralité de cette entreprise. À partir de ce moment, j'appelle à un vote d'urgence du Conseil pour dépouiller Victoire de son titre de PDG. La salle explosa en cris. Les journalistes lancèrent des questions, les caméras flashèrent sauvagement, et les membres du Conseil échangèrent des regards choqués et paniqués. Richard sourit, s'imprégnant de la destruction. Puis les lourdes portes en chêne au fond de la salle de bal s'ouvrirent en claquant. Le son fut comme un coup de feu, tuant instantanément le bruit dans la pièce. La foule se sépara comme la mer Rouge. Victoire Kensington marcha dans l'allée centrale. Elle ne portait pas son tailleur de pouvoir immaculé habituel. Elle portait la robe de velours bleu nuit du gala, maintenant froissée et tachée de boue à l'ourlet. Ses cheveux étaient en désordre, tombant librement autour de ses épaules. Mais sa posture était létale. À ses côtés, tenant sa main, se tenait Liam. Il avait l'air fatigué, dangereux et complètement imperturbable par la mer de caméras. Il marchait en parfaite synchronisation, un front uni et imparable,
marchant directement vers le pupitre. « Victoire !» balbutia Richard, son sourire confiant vacillant alors qu'elle approchait de la scène. « Tu n'as rien à faire ici. C'est fini. » Victoire ne le regarda pas. Elle monta au micro, sa présence commandant un silence absolu. Elle ne cria pas. Elle ne se défendit pas. Elle plaça simplement une feuille de papier sur le pupitre, la poussant précisément sur le contrat volé de Richard. « Ça, » a dit Victoire, sa voix un bourdonnement bas et glacial portant jusqu'au fond de la pièce, est un certificat de mariage légalement contraignant, tamponné et déposé par un juge du comté de Clark à 4h30 ce matin. Le silence dans la pièce était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber sur l'épais tapis. « Monsieur Moreau et moi sommes légalement mariés, » continua Victoire, fixant directement les objectifs des caméras. « Le document que mon oncle agite était en effet un contrat. Un accord prénuptial rédigé agressivement par mon équipe juridique pour protéger mes actifs pendant ce qui était à l'origine une cour privée précipitée. Un accord que nous avons dissous ce matin quand nous nous sommes mariés légalement. » Le visage de Richard devint couleur de prune meurtrie. « Mensonge, c'est une couverture. Tu as acheté une licence de mariage pour cacher la fraude. » Liam monta au micro. La taille pure de lui, la réalité rugueuse et non polie de sa présence éclipsait entièrement Richard. « Tu veux parler de fraude, Richard ?» La voix de Liam était sombre, grondant à travers les haut-parleurs avec une autorité granuleuse. Il tira un rouleau de plans architecturaux de sous son bras et les abattit sur le pupitre. « Quand Victoire m'a fait venir pour examiner l'intégrité structurelle du nouveau développement de logement Kensington, j'ai passé les 3 derniers jours à regarder les maths, » dit Liam, ses yeux balayant les visages choqués des membres du conseil au premier rang. « Les maths ne collaient pas. L'acier porteur que tu as facturé pour les tours dans le projet du Sud est classé grade 60. Mais les formules de distribution de poids sur les manifestes d'expédition réels correspondent à de l'acier grade 40. Un matériau beaucoup moins cher, drastiquement plus faible. » Les membres du conseil altèrent. Quelques exécutifs se levèrent sous le choc. « Tu as approuvé les bons de commande, Richard, » continua impitoyablement Liam, son expertise d'ingénieur démantelant complètement l'homme plus âgé. « Tu as acheté de l'acier bon marché et dangereux, empoché la différence de budget dans une société écran, et était prêt à construire des logements familiaux qui s'effondreraient sous la première grosse neige hivernale. C'est de la diffamation. » Bafouilla Richard, reculant d'un pas, transpirant visiblement. « C'est un charpentier. Il ne sait pas de quoi il parle. » « Je suis un ingénieur en structure licencié, » grogna Liam, pointant un doigt épais et cicatrisé vers Richard. « Et les agents du FBI attendant dans le hall en ce moment, examinant les fichiers numériques que ma femme leur a remis il y a 10 minutes, semblent penser que je sais exactement de quoi je parle. » Comme sur commande, les portes s'ouvrirent à nouveau. 3 hommes en coupe-vent sombre entrèrent calmement dans la pièce, marchant avec détermination vers la scène. Richard regarda les agents, puis Victoire. Le rictus arrogant fondit enfin, remplacé par une panique brute et primitive. « Espèce de petite !» siffla Richard, se jetant vers Victoire. Il n'alla pas à mi-chemin. Liam bougea avec une vitesse terrifiante, se plaçant devant Victoire et enfonçant sa lourde épaule dans la poitrine de Richard. L'homme plus âgé s'effondra durement, percutant le pupitre et faisant tomber les micros au sol dans un crissement de statique. Liam se tint au-dessus de lui, les poings serrés, la respiration lourde. « Ne touche jamais à ma femme. » Les flashs éclatèrent en un stroboscope chaotique aveuglant tandis que les agents fédéraux hissaient un Richard Kensington bredouillant et vaincu sur ses pieds, et l'escortèrent hors de la pièce. Victoire se tint au milieu du chaos, regardant l'homme qui venait de démanteler son plus grand ennemi. Elle tendit les doigts, trouvant les siens. Elle sentit l'écrou de laiton froid à son annulaire pressé contre sa peau. 6 mois plus tard, le soleil d'après-midi se déversait à travers les immenses fenêtres en bail du domaine Kensington à Neuilly. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée et l'ail rôti. Liam se tenait dans la cuisine, habillé décontracté d'un t-shirt gris et d'un jean, remuant une casserole sur la cuisinière. Il ne faisait plus de double shift. Kensington Engineering, son nouveau cabinet de conseil en structure entièrement financé, prospérait, obtenant déjà des contrats pour reconstruire les projets de logements corrompus avec des matériaux premium sûrs. À quelques kilomètres, Harrison et Sarah se noyaient. Les accusations de fraude que l'équipe juridique de Victoire avait discrètement transmises au procureur avaient tenu. Le prestigieux cabinet d'avocats d'Harrison l'avait licencié pour sauver leur réputation, et Sarah faisait face à de sévères pénalités financières qui la garderaient attachée aux tribunaux pendant des années. Il n'avait pas osé contacter Liam ou Lily depuis. La lourde porte d'entrée s'ouvrit, et le son du rire d'une enfant résonna dans le couloir. « Papa, nous sommes rentrés. » Lily sprinta dans la cuisine portant un mini blazer sur son uniforme scolaire et percuta les jambes de Liam.
Il la souleva, enfouissant son visage dans son cou tandis qu'elle gloussait. Victoire entra un moment plus tard. Elle avait enlevé ses talons de designer près de la porte. Elle avait l'air épuisée, mais la tension rigide et glacée qui définissait autrefois sa posture avait complètement disparu. Elle marcha vers la cuisinière, appuyant sa tête contre l'épaule de Liam et soupirant profondément. « Journée difficile au bureau », demanda Liam, tournant la tête pour presser un baiser sur sa tempe. « Le conseil a approuvé la nouvelle expansion internationale », murmura Victoire, en roulant ses bras autour de sa taille. Mais tout ce à quoi je pouvais penser était de rentrer à la maison. Elle regarda sa main gauche. À côté de l'écrou hexagonal lourd en laiton, qu'elle refusait obstinément d'enlever, se trouvait une simple bande élégante d'or blanc que Liam lui avait achetée avec son premier chèque indépendant. Lily se tortilla hors des bras de Liam et pointa un petit doigt accusateur vers lui. « Papa, tu as brûlé l'ail. » Liam grimaça, regardant dans la casserole. « Ah, en effet !» Victoire rit, un son réel, brillant et sans inhibition qui remplit la cuisine. Elle tendit la main, éteignant le brûleur, et le tira par le col de son t-shirt. « Oublie l'ail », a chuchota la PDG milliardaire, tirant son mari pour un baiser. « Commandons une pizza. » Et c'est l'incroyable histoire de comment un père célibataire en difficulté et une PDG impitoyable ont trouvé exactement ce dont ils avaient besoin de la manière la plus inattendue. D'un contrat corporatif faux à une vraie famille aimante, Liam et Victoire ont prouvé que les plus grands risques donnent les plus grandes récompenses, et que ceux qui essaient de te ruiner finiront par affronter leur propre karma. Si tu as aimé cette histoire de justice, de romance et d'une petite fille qui a choisi sa nouvelle maman parfaite, n'oublie pas d'appuyer sur ce bouton j'aime, de partager cette vidéo, et de t'abonner à la chaîne pour plus d'histoires dramatiques et palpitantes. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous ton rebondissement préféré.